La RDC, située au centre de l'Afrique, est un pays post-conflit dans lequel la femme a très souvent été marginalisée depuis la nuit des temps. Victime de plusieurs sévices tels que la privation de scolarité qui l'a empêchée de s'émanciper et d'être représentée dans les organisations politiques et économiques. Elle a été reléguée au second plan et pourtant, elle est au cœur de la survie familiale comme socle de la stabilité socio-économique du pays. Traditionnellement, le rôle de la femme dans les activités champêtres, l'éducation des enfants a été utilisé pour justifier sa marginalisation. Face à toutes ces contraintes, certaines femmes courageuses et ambitieuses ont réussi à prendre un rôle de leader, faisant pas l'unanimité vu le multiple préjugés relatifs à leur forte implication et prise de décision dans les hautes sphères politico-administratives en qualité de leader. Elle démontre cependant le succès rencontré par les femmes en politique et l'importance de la participation des femmes à la politique et de leur représentation au sein des instances de gouvernance. Parmi ces femmes ambitieuses, nous citons Madame Bernadette Tokwaoulou, âgée de 56 ans, mère de 3 enfants, activiste pour le droit des femmes, écrivain, très active en politique, plus de 2 décennies à la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, y compris au poste de secrétaire général. Mais concilier le temps entre la vie de mère, les affaires, la carrière professionnelle ou politique n'a jamais été facile. Ça, c'est une fausse question qu'on pose souvent aux femmes parce que toutes les femmes sont dans la même situation. Hein. Que vous soyez une maman maraîchère, que vous soyez une maman pasteur, une maman policière, toutes les femmes doivent concilier leur vie professionnelle et puis s'occuper de leurs enfants. Et je fais comme toutes les femmes, je me débrouille, je fais en sorte de ne pas négliger un des secteurs par rapport aux autres, mais je dois avouer qu'en tant que femme gestionnaire d'entreprise et femme politique, mes enfants ont dû grandir beaucoup plus vite. Mes enfants ont dû grandir beaucoup plus vite parce que et la gestion d'entreprise et la politique prend beaucoup de temps. Donc mes enfants étaient responsabilisés très tôt et ils m'ont beaucoup soutenue. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'ils sont très intelligents. Les inconvénients, c'est que parfois leur maman leur a manqué. C'est la même chose pour toutes les femmes, parce que si vous êtes une femme maraîchère, vous vous levez à 5 h du matin pour aller vendre votre pondou au grand marché et vous rentrez à 19 h, vos enfants, toute la journée, se sont débrouillés. La différence, c'est que moi, j'ai plus de moyens que la maman maraîchère et que quand ils rentrent à midi, la table est prête. Il y a des chauffeurs, il y a de la logistique pour les assister. Et les enfants des mamans moins favorisées se débrouillent encore plus tout seuls. Donc je pense que tous les enfants dont les mères travaillent sont placés à la même enseigne. À une certaine époque, il était difficile pour les femmes d'embrasser une carrière pour cause de maternité, autorisation maritale, manque de choix et pour d'autres obligations. Mais ce n'est pas un choix, c'est la vie qui veut ça. J'ai eu mon DEA de droit des affaires à Lille en 1984. J'ai grandi en France, je vivais en France. J'ai décidé en 1984 de revenir vivre dans mon pays. C'est un choix de vie. Je suis entrée à la Société nationale d'électricité et j'ai eu mon premier enfant en 30 ans. Mais de 1984 jusqu'à la naissance de mon fils en 1991, je faisais carrière. Je suis d'abord et avant tout une femme qui fait carrière et j'ai des enfants, ce qui est normal. Je n'ai pas choisi à un moment donné, je dis je fais carrière. Non. Même quand je faisais carrière à la SNEL, j'ai d'abord été juriste, après j'ai été secrétaire permanente du comité de gestion et du conseil d'administration. Ensuite, j'ai été directeur de l'information et documentation, ensuite secrétaire général de la SNEL. Donc j'ai toujours fait carrière et mes enfants m'ont toujours accompagnée dans ma carrière. Ce n'est pas un choix, les enfants font partie de moi, ma carrière fait partie de moi. Et la politique, je l'ai toujours fait. Même quand j'étais secrétaire général de la SNEL, à l'époque du maréchal Mobutu, où j'étais déjà une activiste politique.
La société africaine, particulièrement congolaise, encore très ancrée dans les coutumes, l'inégalité des chances hommes et femmes est fortement présente. D'où, par peur de représailles, certaines femmes s'abstiennent de revendiquer leurs droits. Par contre, d'autres brisent le silence et s'ébattent. Quand je suis entrée dans ma société, les femmes, lorsqu'elles prenaient leur repos de maternité, n'avaient pas le droit au même salaire que les hommes. Mais moi, j'étais secrétaire permanente du comité de gestion et du conseil d'administration. J'ai dit au comité de gestion, mais pourquoi? C'est incroyable. Les femmes n'avaient pas le même salaire. J'ai dit pourquoi? Je me souviens que le PDG à l'époque m'a dit, mademoiselle, vous voulez faire des enfants? Je dis non. La question est que nous, les femmes, doivent avoir exactement les mêmes droits et les mêmes salaires que les hommes. Et en plus, au moment de leur congé de maternité, elles doivent avoir l'intégralité de leur salaire. Et je l'ai obtenu. Les femmes leaders, ces doivent être un modèle pour la génération à venir. Enfin, démotiver la jeune femme encore hésitante au-delà de préjugés à s'affirmer et s'imposer de plus en plus en s'écréant une identité culturelle et intellectuelle. Je suis connue dans mon pays pour être une femme qui veut être une femme leader, qui veut être un modèle pour toutes les femmes congolaises. C'est le propre de mon engagement. Vous pouvez aller, je vais à Kisangani, on me dit « Ah, Maman Tokoualou ». Je vais à Matadi, « Bonjour Maman Tokoualou ». Je vais à Lubumbashi, à Goma, je vais même à Brazzaville. On me dit « Bonjour Maman Tokoualou » parce que je suis toujours passée à la télévision et j'ai toujours, je voudrais dire, combattu pour les droits des femmes, pour la place des femmes et je me suis même imposée. J'ai fait évoluer des choses. Par exemple, j'ai fait évoluer l'image que le pays avait de la mère célibataire parce que je suis une femme et en plus je suis une mère célibataire. Et à l'époque, être une mère célibataire, c'est être quasiment dans l'imagerie des femmes, c'est être une femme légère ou être une prostituée. Une femme doit être une femme mariée, elle doit être une femme deuxième bureau ou troisième bureau, c'est-à-dire la maîtresse d'un homme, mais une femme qui n'a pas de référent masculin à ses côtés. Pour tous, c'était une femme légère et je me suis révoltée contre ça. Dans un contexte socio-économique fragilisé par des conflits armés, les jeunes sont victimes du chômage. Ainsi, beaucoup de femmes leaders deviennent défenseurs de leurs droits en posant des actions sociales, mais intégrer un parti comme imposer ses convictions politiques n'est guère facile. C'est difficile pour moi d'entrer dans un parti politique parce que j'ai des convictions très fortes. Je n'arrive pas à faire des concessions avec mes convictions. Tandis que pour beaucoup, la politique, c'est de temps en temps, vous mettez vos convictions en berne pour pouvoir être positionné, accéder au pouvoir. Et quand vous avez accédé au pouvoir, vous faites valoir maintenant vos propres désirs, vos propres moyens. Mais moi, c'est pas ça. La première façon de soutenir des jeunes, c'est de les aider d'abord dans les études. Il m'est arrivé de payer les études de beaucoup de jeunes, que ce soit les études secondaires, que ce soit les études universitaires. Il m'est arrivé aussi d'engager des jeunes au sein de mon entreprise, des jeunes qui ont passé des examens, des jeunes qui ont été retenus comme agents de mon entreprise. Mais il est difficile maintenant d'aider réellement les jeunes parce que leur souci, c'est d'avoir du travail. Et le travail dépend de la situation économique du pays. Le travail dépend de la capacité à accéder au secteur bancaire. Et notre environnement politique ne s'intéresse pas aux jeunes. Il ne s'intéresse pas à la nécessité de leur permettre de créer leurs emplois. De nos jours,
Une bonne frange des femmes dites leaders milite pour la conscientisation et sensibilisation de leurs semblables pour mieux les aider à comprendre les enjeux et réalités politiques afin qu'elles participent au processus électoral. J'ai commencé à encadrer les femmes au moment du référendum constitutionnel. Parce que pour une fois, nous allions avoir une constitution. Et je me disais, mais c'est tellement important, il faut leur dire que c'est fantastique, c'est la démocratie qui est en marche. Elles doivent dire, voter oui au référendum. Et j'ai commencé à faire des sensibilisations pour les mamans, à rassembler les mamans, à les sensibiliser, etc. Pourquoi il faut dire oui à la Constitution, à quoi sert une Constitution, etc., etc. Donc c'est très, très, très difficile et les mamans font souvent un vote sentimental. Donc à la fin, elles disent « Oui, mais vous pensez qu'il faut voter qui ?» Je dis « Non, c'est vous qui devez… Mais elles votent comme les maris, elles votent comme la maman Mokonzi a dit, elles votent. Mais il faut libérer la mentalité de la femme, qu'elle s'assume. Dans un pays laïque où la religion occupe une place de choix, la femme décideur est souvent mal perçue. Certains hommes refusent de reconnaître ses compétences au point même de tenir des propos diffamatoires à son égard, dites sexe faible par le commun des mortels. En RDC, sa nomination à des postes à responsabilité est même taxée de canapé. En tant que femme mandataire publique, j'ai été butée à beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est une difficulté de gouvernance. En fait, la politique est faite par des hommes politiques qui appartiennent à des familles politiques et les familles politiques gèrent souvent leurs intérêts ou l'intérêt de la famille politique. Bon, moi, j'avais un avantage qui peut être aussi un inconvénient. Je n'ai jamais eu de parti politique. J'étais une personnalité indépendante de la majorité présidentielle. Donc, je ne dépendais pas d'un parti. J'ai été nommée par le chef de l'État. Je n'avais pas ce soutien d'un parti, mais d'un autre côté, j'avais la liberté parce qu'aucun parti ne pouvait m'imposer de défendre des intérêts politiques. La politique est faite par une majorité politique et la majorité politique sert ses intérêts politiques. Alors, quand vous voulez défendre beaucoup plus l'intérêt général, vous êtes extrêmement combattu. Et en tant que femme aussi, vous avez un problème. En tant que femme, les gens n'aiment pas les femmes. Les gens n'aiment pas les femmes au pouvoir. Il y en a même, c'est viscéral parce que c'est même religieux. Il y a des religions pour qui une femme au pouvoir est une sorcière. Il y a des religions pour qui, des religions chrétiennes, hein, je ne vous parle pas de religion musulmane, je vous parle de religion chrétienne, pour qui les femmes doivent être soumises, elles doivent être effacées. Alors quand vous avez une femme qui dirige et qui est en position de commandement, ils hésitent parfois même à vous serrer la main parce que ceux qu'ils voient devant eux, ils voient devant eux une sorcière. Il y a d'autres qui ont le mépris de la femme. Alors vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez être en position de commandement, vous sentez dans leurs yeux le mépris. Ce n'est qu'une femme. Pour qui se prend-elle? Donc ça peut aller très loin. C'est aller très loin. En ce qui me concerne, il m'est arrivé des attaques que j'appelle sexistes. Attaques sexistes, c'est-à-dire on envoie des SMS à tout le monde disant cette femme, moi en l'occurrence, a le sida, elle a attrapé le sida par je ne sais une autorité quelconque, hein, on donne son nom. Et pourquoi on véhicule que cette femme a le sida? Parce qu'ils se disent que la nomination de cette femme est une nomination canapé. Donc elle a dû obtenir sa nomination en entrant dans différents lits. Alors si vous racontez qu'elle a le sida, eh ben, elle n'entrera plus dans aucun lit et puis on va nous débarrasser de cette femme. Mais ça va très loin, parce que quand vous êtes une femme, d'abord c'est toujours désagréable quand les gens vont inventer que vous avez le sida, mais surtout, vous avez des enfants. Et ce sont des choses qui peuvent vous détruire. Parce que quand vous êtes une jeune femme de 20 ans, 25 ans, vous vous dites, bon, le physique tient la route, alors si on m'imagine comme ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez dépassé 50 ans, ça fait mal. Mais vous devez continuer à être debout. Mais il y a des femmes qui ont eu pire. Hein. Il y a une femme politique,
on a fait des photomontages pornographiques et cette femme politique a perdu son poste au gouvernement. Donc les femmes subissent des attaques sexistes inimaginables ailleurs dans le monde, mais que dans notre pays, les gens trouvent normal et les gens trouvent amusant. Mais ce qui est important, c'est refuser de se laisser atteindre par ce genre d'attaques. Il faut refuser carrément. Durant les 2 dernières décennies en RDC, le taux de participation des femmes dans la vie politique n'est pas assez remarquable, ce qui crée une vague d'incitation à plus d'implication d'autres femmes compétentes, mais encore hésitantes. Je donnerai le conseil à la femme congolaise d'abord en tant que femme politique, parce que c'est la politique qui détermine la vie de la société. C'est la politique qui détermine si vos enfants vont faire de bonnes études, si vos enfants vont avoir du travail. Donc moi, mon engagement pour le moment, c'est de dire aux femmes, occupez-vous de la politique. Prenez en main la politique parce que la politique s'occupe de vous et peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez. Donc mon engagement est d'abord avant tout politique. Le social ne suffit pas. C'est la politique qu'il faut prendre en main pour changer la société. Les femmes politiques ne doivent pas se conduire comme des hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont souvent dans la compromission, les hommes politiques sont souvent dans le mensonge. La femme politique n'a pas le droit à ça parce qu'elle tient en main l'avenir de ses enfants. La femme politique doit être responsable, elle doit être franche, elle ne doit pas avoir peur. La femme ne doit pas avoir peur de la politique parce que si elle a peur de la politique va terroriser ses enfants. Alors ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut prendre la politique au bras le corps. Il faut parler, il faut s'engager et dire voilà ce que je veux pour mes enfants. Parce que si vous ne le dites pas, vos enfants n'auront rien. Si vos enfants n'ont pas de travail, vous êtes responsable du chômage de vos enfants. Il ne faut pas dire que c'est la politique qui est responsable, c'est vous, parce que vous n'avez pas voulu vous engager. Ces témoignages poignants illustrent à suffisance que la femme congolaise actuelle est déterminée à s'émanciper, s'épanouir et s'affirmer de plus en plus en qualité de leader dans tous les domaines en conciliant parfaitement business, carrière politique et vie familiale au-delà de préjugés et marginalisation dans de contribuer au développement de la RDC. Des avancées notables ont été enregistrées durant les dernières décennies, car dans la revendication de leurs droits, les femmes ont réussi à obtenir du Parlement la levée de l'autorisation maritale qui a été pour elles un obstacle majeur pour aspirer à briguer un mandat ou œuvrer en politique. C'est une première victoire qui n'est certes pas encore suffisante car le vrai combat pour la parité s'est poursuivi.